Laurent Baumel, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Vous êtes actuellement secrétaire national aux relations extérieures du Parti socialiste. Vous avez donc participé aux négociations de la NUPES avant l'été, avant les législatives. Demain s'ouvre à Marseille le congrès du PS. Bon, la situation semble bloquée entre Olivier Faure, désigné vainqueur de l'élection du premier secrétaire, et Nicolas Mayer-Rossignol, qui refuse ce résultat. Comment allez-vous en sortir ? Alors d'abord, la situation, elle n'est pas si bloquée que ça, parce qu'il y a eu des votes. Et il y a eu notamment un vote sur ce qu'on appelle, nous, les textes d'orientation, c'est-à-dire la ligne politique et stratégique du parti. Et ce vote a dégagé quand même une majorité assez claire en faveur du choix qui a été fait par Olivier Faure. Vous vous rappeliez que j'avais été un des négociateurs de la NUPES. Donc en effet, le choix qui a été fait à l'été dernier, au printemps dernier, de réinscrire le Parti socialiste dans une alliance de toute la gauche. Et dans le fond, c'était ça le vrai débat de ce congrès. La stratégie est validée, même s'il n'est pas au-delà de 50% avec cette stratégie. Donc il y a un débat. Alors, parmi les gens qui n'ont pas voté pour Olivier Faure lors de l'élection du premier secrétaire, il y a aussi une grande partie de militants qui n'ont pas contesté cette stratégie de façon claire. Donc en fait, il y a bien deux lignes dans le Parti socialiste aujourd'hui. Une ligne qui dit continuons à être dans l'espace de la gauche avec nos partenaires, parce que c'est de cette façon-là qu'on pourra offrir le moment venu aux Français une alternative à la fois au macronisme et au Front National. Et puis il y a une ligne, mais qui est nettement minoritaire, qui ne représente pas 50% du Parti socialiste, qui dit, qui cultive dans le fond la nostalgie du Parti socialiste dominant des décennies précédentes, et qui tire pas les leçons de l'élection présidentielle, et qui dit continuons à offrir, à déployer le drapeau socialiste dans la vie politique française, et ça ira mieux pour nous. Voilà, c'est ça le débat. Et ce qui se passe là autour du vote du premier secrétaire, de mon point de vue, est un peu une péripétie par rapport à cette lecture de fond de la réalité du débat socialiste. Alors sur la lecture de fond, ce matin dans Midi Libre, François Hollande dit « La radicalité, l'union pour l'union dans une opposition, dans la seule protestation et pas dans la proposition, cela ne place pas dans une perspective d'accès au pouvoir ». Que lui répondez-vous ? Je lui réponds qu'il aurait raison si c'était ça qui se passe, mais c'est pas du tout ça qui se passe. C'est pas l'union pour l'union et la radicalité. C'est pas l'union pour l'union, c'est l'union parce que d'abord il y a une demande de rassemblement et d'unité qui vient de notre propre électorat. C'est l'union parce que précisément nous sommes des gens réalistes avec ce souci d'efficacité et nous voyons bien que dans le tripartisme qui s'est installé, si vous n'avez pas le rassemblement de votre propre camp, vous n'êtes pas qualifié dans les seconds tours, que ce soit à l'élection présidentielle ou à l'élection législative, donc vous disparaissez de la carte politique. Donc le réalisme dont se revendique François Hollande et qui est effectivement une marque de fabrique des socialistes, que ce soit en économie ou en politique, le réalisme conduit aujourd'hui à comprendre qu'il faut se rassembler pour être vis-à-vis des Français un outil politique efficace capable d'incarner une alternance. Et par ailleurs, sur le fond, le Parti socialiste n'a nullement abandonné son identité de parti de gouvernement. Nous nous sommes réinscrits très clairement dans nos valeurs, dans l'espace de la gauche, et c'est aussi ça que la NUPES dit, dans le fond, à notre électorat. Nous avons rompu avec les ambiguïtés qui pouvaient être les nôtres vis-à-vis du macronisme ou vis-à-vis du quinquennat Hollande, mais nous sommes aujourd'hui clairement dans notre espace, mais nous n'avons pas perdu notre culture de gouvernement, c'est-à-dire que nous faisons des propositions réalistes, crédibles, et nous essayons de nous inscrire dans la perspective d'une alternance. C'est une sorte de revanche posthume des frondeurs dont vous étiez ? C'est pas une revanche posthume des frondeurs, mais en effet, l'ensemble du Parti socialiste a mené après 2017, un exercice de réflexion sur ce qui s'était passé, à tirer des enseignements critiques. Après, chacun garde son avis sur ce qu'a été le quinquennat Hollande, mais il y a en effet une réinscription du Parti socialiste dans ses valeurs fondamentales. On l'avait déjà connu après, si vous avez ces souvenirs, et je suis sûr que vous les avez, Christophe Barbier, après le deuxième septennat de Mitterrand, il y avait eu le droit d'inventaire de Lionel Jospin. Puis la gauche plurielle. Puis la gauche plurielle. Donc on avait déjà fait ce mouvement critique par rapport à des dérives ou des difficultés qu'on avait rencontrées dans le pouvoir, et on s'était remis d'une certaine manière sur nos fondamentaux. Mais c'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais à l'époque, personne ne contestait la domination du PS dans cette alliance de la gauche. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc il y a une crainte de soumission du PS, voire de dilution du PS, par rapport à la force de la France insoumise. Enfin, vous savez très bien, puisque là aussi vous avez cette culture et cette connaissance de l'histoire française et de l'histoire de la gauche, que quand François Mitterrand a construit et a bâti l'union de la gauche dans les années 70, il y avait exactement le même discours sur la domination du Parti communiste. Bon, et en fait, les choses se sont rééquilibrées au fil du temps. Nous n'avons pas caché à nos partenaires, y compris dans ce congrès, que l'objectif était de remettre aussi le Parti socialiste au cœur de la gauche.
Alors à l'époque, il y avait François Mitterrand. Et Oui. c'est sûr que c'était un leader qui avait réussi ce tour de force de dominer le PC. Là, aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a un manque de talent puissant pour rivaliser avec le charisme de Mélenchon et l'autorité de Mélenchon. Bah écoutez, moi, ça fait plus de 35 ans que je fais de la politique dans ce parti. J'ai vu se succéder différentes générations. J'ai pas honte de la mienne. Il y a du talent dans cette Et génération. franchement, je crois qu'Olivier Faure a largement autant de talent, si ce n'est plus, qu'un certain nombre de personnes qui ont été les leaders du Parti socialiste dans la période précédente. Alors il va falloir quand même trouver un chef. C'est au Congrès ce week-end que ça va se clarifier, qu'il faudra trouver un accord, au moins de cohabitation, entre Nicolas Maillard-Rossignol et Olivier Faure. Olivier Faure a fait des propositions dans la journée d'hier pour apaiser un peu la situation, pour faire retomber cette pression, mais sans perdre le fil. C'est-à-dire qu'il y a une majorité, je le disais, autour d'une orientation stratégique, et il faudra que ceux qui ont été battus, parce qu'ils ont été battus dans ce congrès, c'est constatable aujourd'hui, acceptent ce résultat et s'inscrivent dans cette orientation majoritaire. À partir de là, des possibilités de travailler, d'apaiser la situation sont possibles. L'idée de revoter, vite ou dans quelques mois, C'est absurde. Il n'y a aucune nécessité de revoter. Les constats sont là, ils sont publics, tout le monde peut voir que le score existe, qu'il est réel, et que donc dans un système démocratique, quand vous êtes majoritaire, on ne revote pas. et l'idée d'aller chercher un troisième homme ou une troisième femme pour apaiser tout le monde, un peu comme Pierre Mauroy après le congrès de Rennes avait... Apaiser, ça voudrait dire, dans cette logique-là, ça voudrait dire nier l'existence d'un fait majoritaire, et surtout nier que le débat que nous avons eu est un vrai débat, est un débat noble, c'est un débat stratégique, c'est pas une rivalité de personnes, c'est pas deux écuries présidentielles qui se sont affrontées comme on a pu le connaître parfois dans l'histoire du Parti socialiste. Là, c'est un débat qui ressemble plus à celui qu'on a eu dans les années 70, lorsque la vieille SFIO avec Guy Mollet était opposée au rapprochement avec les communistes et où Mitterrand avait imposé une stratégie qui finalement a permis la victoire. Finalement, quand on regarde l'histoire, Épinay, congrès de Metz, congrès de Rennes, congrès de Reims, il y en a eu des congrès difficiles. Le PS s'en remet toujours finalement. Il a eu des passes plus difficiles que d'autres, mais le PS est un grand parti, dans le fond, qui existe dans la vie politique parce qu'il incarne quelque chose qui est nécessaire, c'est-à-dire une espèce de combinaison entre les valeurs de gauche et la volonté de s'inscrire dans les réalités en gouvernant. Le parti, quand même, étant marqué par un certain scepticisme d'une partie des militants vis-à-vis de la NUPES, est-ce que ça ne doit pas amener à réécrire le contrat de cette NUPES? Mais il sera réécrit de toute façon. Il est évident que nous sommes partis aux législatives au printemps dernier dans une configuration particulière qui était liée au résultat de l'élection présidentielle, qui avait évidemment amené Jean-Luc Mélenchon en position archi-dominante. Et même comme ça, d'ailleurs, nous avons rééquilibré le rapport, puisque l'accord que nous avons obtenu aux législatives était un accord qui ne nous subordonnait pas à la France insoumise et qui permettait de faire une part réelle aux socialistes. D'ailleurs, nous avons eu plus de députés en proportion de notre nombre de candidats que les autres. Oui. Mais vous avez renoncé à beaucoup de candidats dans beaucoup d'endroits. Oui, vous avez laissé des territoires. Quand vous faites 1,75% à l'élection présidentielle, vous n'avez pas exactement les mêmes prétentions qu'à l'époque où vous faisiez 30%. Oui. Voilà, encore une fois, les socialistes sont des gens réalistes, pas simplement lorsqu'il s'agit d'analyser les données économiques, mais aussi quand il s'agit d'analyser les réalités politiques. Un épisode avait marqué l'été, on avait reçu d'ailleurs Jérôme Gage à ce sujet, c'était la résolution qualifiant Israël de pays pratiquant l'apartheid. Est-ce que là, le PS n'a pas manqué un peu de fermeté sur ces positions de valeur, dire à LFI non, ça, pas question, on vous suit pas? Je pense qu'on l'a fait. Enfin, moi, j'ai pas le sentiment, pour vivre cette question un peu aux avant-postes, que le Parti socialiste ait des difficultés à dire non. On va dire là, on n'est pas d'accord quand c'est le cas. Sur ces questions, sur des questions internationales, sur les questions de défense, nous avons toujours été clairs avec nos valeurs et nous n'avons jamais tergiversé ou cherché des compromis boiteux. Alors il y a un dossier où il y a eu une sorte d'alignement, c'est la retraite à 60 ans. Le PS ne la proposait pas dans la présidentielle, a rejoint maintenant cette revendication. Est-ce que ça, c'est pas soit un alignement un peu excessif, un peu démagogique? Parce que quand vous êtes au pouvoir, vous savez bien que les 60 ans, c'est pas finançable. Alors la position du PS, c'est plus subtil que ça. C'est pas de dire 60 ans sans discussion. La position du PS, c'est de dire 60 ans peut être un objectif parce que c'est une sorte de référence qui est donnée notamment pour des gens qui ont démarré la vie professionnelle très tôt et qui ont comme ça une garantie de pouvoir partir à 60 ans à la retraite en ayant leur taux de retraite à taux plein. Mais on est néanmoins favorable à conserver le nombre d'annuités existants. 43, donc 60, voilà. C'est pour ceux qui ont 17 ans, c'est pas grand monde. C'est ça. Et donc, en fait, c'est le nombre d'annuités qui déclenche la possibilité réelle de partir à la retraite. Et là-dessus, on n'est pas pour diminuer le nombre d'annuités parce qu'on intègre, nous aussi, bien sûr, la nécessité d'avoir un régime des retraites finançable. Cette réforme, elle est rejetée par l'opinion de plus en plus. Elle est mort-née, à votre avis ?
Il dispose d'une majorité avec le ralliement de la droite probablement pour la faire passer à l'Assemblée. Donc dans le système de la Ve République que j'ai bien connu en étant parlementaire, à partir du moment où vous avez une majorité au Parlement, vous pouvez faire passer une réforme. Mais vous vous exposez effectivement aux mouvements sociaux, à la résistance du pays, à la résistance de l'opinion. Donc c'est quand même très risqué. C'est pour ça que nous, on a proposé au président de la République un référendum. Après tout, pourquoi pas, hein. Ce serait une façon pour lui de tester la popularité réelle et la nécessité réelle de cette réforme. Sauf qu'une réforme qui demande des efforts, quelle qu'elle soit, la réponse sera non. Donc c'est un piège que vous tendez. La vraie question, c'est ces efforts sont-ils réellement nécessaires aujourd'hui? C'est ça le vrai sujet. Parce que si vous voulez, on parle d'un déficit des régimes de retraite dans le pire des cas qui serait de 10-12 milliards. Par an? Oui. Et puis il y a déjà 30 milliards que l'État met chaque année pour les régimes spéciaux, ça fait beaucoup. Il y a les fonds de réserve. Donc ça veut dire quand même qu'il y a potentiellement un effort dans le pire des cas à faire, qui est de l'ordre de 0,5% du PIB. Et on ne peut pas faire comme s'il n'existait pas des alternatives au fait de repousser l'âge légal de départ à 64 ans. Il y a des alternatives du côté du financement, des entreprises, du capital, etc. On peut quand même mettre sur la table d'autres scénarios qu'un scénario qui va pénaliser des millions de gens, et notamment parmi ceux qui ont le plus besoin de partir à la retraite tôt. Parce que là, on commence à être sur des niveaux d'âge, quand on parle de 64 ans, où ce genre de réforme affecte réellement la qualité de vie des gens. Hein. C'est pas négligeable, c'est pas du détail. Un an, un an de plus ou un an de moins, lorsqu'on a eu une vie assez dure au travail, ça compte beaucoup. Ça compte dans l'espérance de vie et dans l'espérance de vie en bonne santé. Fin de dépôt des amendements aujourd'hui à 17h. Faut jouer l'obstruction, parce que c'est comme ça, c'est possible. Si le gouvernement est en mesure d'entendre un certain nombre de choses, moi je ne suis pas forcément favorable à l'obstruction pour l'obstruction. Ce qu'il faut, c'est mener le combat. L'arène parlementaire, elle est aussi l'arène démocratique visible du pays. Laurent Baumel, merci et bonne journée. Merci.